Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir pour une table ronde autour de la question quelles énergies pour demain? Vivre la transition énergétique. Alors, la question des énergies est aujourd'hui centrale dans les débats et c'est pourquoi le patronage laïque Jules Vallès propose toute cette semaine vous sensibiliser finalement sur ce sujet qui nous paraît évidemment ici, à présent, incontournable. Alors, dans un monde qu'on peut qualifier d'énergivore, comment pouvons-nous adopter un nouveau paradigme de vie qui favoriserait la question de la transition énergétique, elle-même nécessaire à la conservation d'un environnement stable et durable? Alors, quelles nouvelles solutions existent-ils? Quels en seraient les impacts sur notre quotidien? Et de quelles expériences concrètes pouvons-nous nous inspirer pour construire ensemble un monde plus respectueux de son environnement? Dans son rapport publié hier, lundi 20 mars, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, plus connu sous le nom de GIEC, a rappelé que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont réchauffé le climat à un rythme sans précédent. La température de la surface du globe s'est élevée en effet de 1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle, donc de 1850. Ce même rapport précise que, quels que soient nos efforts actuels, ce réchauffement de la planète atteindra 1,5 degré dès le début des années 2030. Aussi, limiter ce réchauffement à 2 degrés ne pourra être possible qu'en accélérant la baisse des émissions après 2030 pour, d'une part, ramener les émissions mondiales nettes de CO2 à zéro et, d'autre part, réduire fortement les autres émissions de gaz à effet de serre. Ce 6e rapport d'évaluation du GIEC atteste également d'une augmentation des risques de vagues de chaleur, de précipitations extrêmes, de sécheresse, de la fonte de la cryosphère, donc c'est-à-dire les glaciers, les calottes glaciaires et plus généralement, on pourrait dire les sols gelés de façon permanente ou saisonnière. Et aussi, chose à prendre en considération, le changement de comportement de nombreuses espèces animales. Tous ces risques climatiques vont à l'avenir s'aggraver et se multiplier, ce qui rendra leur gestion plus complexe et donc plus difficile. C'est aussi la source d'une nouvelle forme d'angoisse relative à l'avenir pour certaines personnes. Ainsi, on parle d'éco-anxiété, une angoisse, une peur que l'on ressent face à un avenir incertain au regard des questions environnementales. On parle également aussi de solastalgie, qui est une forme de souffrance, de détresse psychique ou existentielle causée par les changements environnementaux, en particulier les changements concernant la destruction des écosystèmes et la biodiversité liée donc au réchauffement climatique. Mais la question de la transition énergétique aujourd'hui est devenue comme une évidence. En effet, d'ailleurs, est-il encore besoin de consulter les chiffres des experts et les graphiques des rapports pour constater soi-même que le climat change, que nos besoins et notre consommation d'énergie ne cessent de croître, que l'activité humaine s'est engagée vers une croissance intrinsèquement liée à une consommation d'énergie qui, pour l'instant, reste essentiellement d'une énergie fossile. Et cela toujours plus importante, et on sait évidemment les causes sur notre environnement. C'est pourquoi, donc, à travers une programmation que nous avons souhaité diversifier et qui est marquée par un temps fort ce soir avec cette table ronde, nous souhaitons donc initier auprès de vous tous et de vous toutes, initier d'engager, on va dire, une réflexion citoyenne qui permettra d'agir chacun à son niveau, car, et vous l'avez bien compris, nous sommes toutes et tous concernés. Et c'est pourquoi donc cette table ronde que nous avons souhaité mettre en place a pour thème « Vivre la transition énergétique ». Table qui réunit donc ce soir 4 experts de ce sujet, Thomas Aiglin et Jérôme Mousset de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,
Vincent Pifteau, du collectif Paysage de l'après-pétrole, et Marc Fontcave, professeur au Collège de France et membre de l'Académie des sciences. Pour cette première prise de parole, ce sera une communication à deux voix, donc par Thomas Aiglin et Jérôme Mousset de l'ADEME. Thomas Aiglin est chargé de mission direction bioéconomie et énergie renouvelable à l'ADEME, et Jérôme Mousset est directeur bioéconomie et énergie renouvelable également à l'ADEME. Donc je vous cède la parole à vous deux. Peut-être d'abord pour nous présenter qu'est-ce que c'est la transition énergétique dans un premier temps, et puis aussi présenter l'ADEME, et puis après vous nous direz ce que vous pouvez nous dire. Merci. Donc effectivement, on va vous faire une petite présentation à deux voix pour essayer de vous donner quelques grands messages sur la transition énergétique et écologique. Peut-être juste pour commencer, l'ADEME, on appelle l'Agence de la transition écologique, donc c'est une agence d'État. Nous sommes sous tutelle de deux ministères, le ministère de l'écologie, le ministère de la recherche, et on est implanté un peu partout en France, on n'est pas toujours très connu, on est 1000 personnes, donc avec une équipe centrale et puis une équipe par région pour être au plus près des territoires, des entreprises, du grand public pour mettre en œuvre cette transition écologique. Donc notre rôle, on a un peu trois grands métiers, on va dire, c'est produire de la connaissance, faire de la recherche, des études, c'est développer des expertises le plus collectif possible, et ce genre de débat en fait partie, à partager, échanger sur les enseignements. Et puis le troisième levier, c'est mettre en œuvre concrètement la transition écologique sur certaines actions, ce qu'on appelle nous la massification, où on va aider des collectivités, des entreprises à mettre en œuvre ces évolutions. Donc voilà un peu en quelques mots ce que c'est que l'ADEME. Et il y a deux agences qui travaillent en grande synergie. C'est l'ADEME, donc nous on est sur l'énergie, le climat, les sols et l'air. Et puis on a l'OFB, qui est l'Agence française de la biodiversité, donc qui est en charge des enjeux de la biodiversité et de l'eau. Et on travaille de plus en plus en synergie. Parce que quand on parle de transition énergétique, c'est les deux en même temps. C'est transition énergétique et écologique. Donc voilà pour présenter un peu rapidement l'agence. Maintenant, peut-être, on va parler du coup de la transition énergétique de la société qui a démarré déjà depuis pas mal d'années et qui va se poursuivre. Vous allez voir, on ne va pas vous montrer beaucoup de graphiques, mais vous allez en voir quelques-uns. Donc, avant de parler de la transition énergétique, je pense que la première question, c'est pourquoi mettre en œuvre cette transition énergétique en France, ce changement. Ça a été dit en introduction. C'est d'abord l'enjeu du changement climatique voilà, qui est là. C'est maintenant une réalité pour tout le monde. Il suffit de voir l'année qu'on a vécue, enfin, l'année dernière avec ces canicules, ces sécheresses à répétition, ces incendies à n'en plus finir. Et on voit bien que maintenant, le climat a changé. On estime qu'on est à peu près en France à plus 1,5 degré. Et que quoi qu'on fasse, il va continuer à évoluer, au moins jusqu'en 2050, parce qu'il y a une inertie. Les émissions de gaz à effet de serre qu'on a pu émettre ces dernières années vont produire des effets progressivement au cours de ces prochaines années. Donc on a deux enjeux en parallèle, c'est qu'on va être tout le temps en train d'essayer de s'adapter, de ce qu'on appelle d'augmenter la résilience, s'adapter, et on va toujours en train de courir après ces évolutions du climat qui vont continuer. Et en même temps, il faut qu'on lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour à un moment donné arriver à stabiliser ces émissions et donc stabiliser le climat. Et là, on parle plutôt de après 2050. Donc deux enjeux à conduire en même temps, s'adapter au climat qui change, qui a déjà changé, et en même temps lutter contre le changement climatique. Donc, lutter contre le changement climatique, ça veut dire tout simplement réduire nos émissions de gaz à effet de serre et c'est atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est le graphique que vous avez à l'écran, ici, qui sont les émissions de gaz à effet de serre pour la France. Et donc, dans les politiques publiques, pour arriver à limiter ce réchauffement climatique, les politiques se sont fixés l'objectif d'atteindre la neutralité en 2050, c'est-à-dire d'arriver à un bilan net égal à zéro. Quand on dit bilan net égal à zéro, ça veut dire que vous avez les émissions là où on est aujourd'hui,
autour de 500 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui vont devoir diminuer progressivement pour arriver ici en 2050, donc c'est-à-dire moins 40% en 2030. 2030, c'est juste dans 7 ans, hein, c'est quand même demain. Et une division par 6 à peu près en 2050. Et le reste, ce qu'on n'arrive pas à compenser, on va essayer d'augmenter ce qu'on appelle les puits de carbone. C'est la forêt, c'est les sols, pour arriver à un bilan neutre. Donc ça, ce sont les trajectoires dans lesquelles on s'inscrit, qui donnent un cap assez précis hein, des prochaines années. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, un cap qui va changer, bouleverser en profondeur quand même la société dans tous les secteurs. On pourra y revenir tout à l'heure. Alors, pour lutter, pour atteindre cette trajectoire-là, la question qu'on peut se poser, c'est comment faire ? Comment on peut arriver à mettre en œuvre concrètement cette transition-là de manière concrète et positive ? Donc, on a eu récemment un travail qu'on a conduit à l'agence qui s'appelle Transition 2050. Donc, vous pouvez voir sur Internet, tous les documents sont en ligne, sont téléchargeables. Il y a des documents courts, synthétiques, longs, des vidéos. Et cet exercice-là visait à construire des scénarios, c'est-à-dire de raconter 4 scénarios, 4 histoires possibles pour atteindre cette neutralité carbone en 2050. Des scénarios qui étaient assez contrastés. Donc certains s'appuyaient plutôt sur des logiques de sobriété, donc plutôt de modification des modes de vie, des comportements. Et les autres visaient plutôt un maintien de nos modes de consommation aujourd'hui, mais avec des solutions qui sont d'ordre technologique. Et l'idée de ces scénarios-là, c'est pas de donner voilà, ce qu'il faut faire, la bonne recette, mais c'est de créer du débat. C'est simplement de dire, voilà, pour atteindre cette transition-là, il y a plusieurs chemins possibles, il y a des options, il faut en débattre pour voir quelles sont celles qui sont acceptables pour la société, pour les entreprises, pour les collectivités. La bonne nouvelle de ce travail-là, je pense que c'est ça qui est important, c'est que c'est possible. C'est-à-dire qu'en gros, ce que montrent ces scénarios-là, c'est qu'avec les technologies disponibles, avec les changements, les évolutions de modes de vie qui sont envisageables, on a la capacité d'atteindre cet objectif qui est ici à l'écran de neutralité carbone. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de chemin facile. Voilà, parce que vous voyez bien la forme de la courbe, c'est quand même des changements en profondeur. Le développement économique des dernières années a quand même beaucoup reposé sur une augmentation des consommations d'énergie. Il faut arriver à décorréler les deux, hein, c'est-à-dire continuer notre développement économique, mais sans augmenter et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même une transition en profondeur. Donc, je vais arriver à la transition énergétique parce que quand on regarde ces scénarios-là, finalement, on a 3 grands leviers pour agir. C'est réduire nos émissions, enfin réduire le maximum nos consommations d'énergie, nos consommations de ressources, on va y venir. C'est le premier levier qui est incontournable. Le deuxième levier, on va en parler aussi un peu, c'est la décarboner. Ce qu'on appelle décarboner, c'est-à-dire sortir des émissions de gaz à effet de serre, notre production d'énergie. On va parler d'énergie renouvelable. Et puis le troisième levier, c'est la partie du bas, c'est les puits de carbone. On n'a pas prévu, faute de temps, mais si vous avez des questions, on pourra l'évoquer, les puits de carbone sur la forêt et sur les sols. Donc ce sont les 3 leviers qu'on a à notre disposition. Et là, on voit que la transition énergétique est assez centrale, parce qu'elle agit à la fois sur les réductions de notre consommation d'énergie et sur la décarbonation. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on regarde la quantité de gaz à effet de serre émis, l'énergie, c'est à peu près 68-70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la transition énergétique est un vrai sujet pour arriver à lutter contre le changement climatique. Alors le premier levier, c'est bien du coup économiser au maximum les énergies et les ressources au niveau de nos modes de consommation. Et ce qu'on a remarqué, c'est que dans les scénarios, dans les 4 scénarios que je vous ai évoqués tout à l'heure, dans aucun des scénarios, on arrive à atteindre la neutralité sans une économie d'énergie. Donc l'économie d'énergie est vraiment un sujet important. Globalement, on est entre moins 40, moins 50% d'économie d'énergie à l'horizon 2050. Voilà un petit peu le cap à atteindre.
Comment on fait pour atteindre ces économies d'énergie? Il y a en gros deux grands leviers d'action. Il y a ce qu'on appelle l'efficacité énergétique et la sobriété. Donc l'efficacité énergétique, si je fais simple, c'est j'isole ma maison, et donc du coup j'ai le même résultat avec moins d'énergie parce qu'elle est plus efficace, elle est plus isolée. Donc ça, on améliore la performance des équipements. Donc ça, c'est un axe fort. Et la sobriété, ça renvoie plutôt, ça fait appel à des modes de consommation. C'est par exemple, je mets ma température à 19 degrés plutôt qu'à 21 degrés et me promener en t-shirt dans la maison. Ça, c'est le volet sobriété. Donc à chaque fois, on va avoir les deux leviers et on va les retrouver partout. Sur le transport, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire on va viser une évolution des modes de transport, donc plus de transport en commun, un changement des types de véhicules. Donc on va passer à des véhicules électriques, on va utiliser plus le train, etc. Et au final, on arrive dans les simulations à une économie d'environ 70% de l'énergie et du transport, avec un niveau de nombre de kilomètres parcourus qui est pas si différent que ça aujourd'hui. Donc on arrive à maintenir voilà, un niveau de vie, ça va dépendre des scénarios, mais un niveau de vie à peu près équivalent aujourd'hui, mais on change complètement notre manière de se déplacer. Donc ça, c'est le volet sobriété, enfin réduction d'économie d'énergie, qui est un des enjeux clés et qui va concerner aussi toutes les entreprises. Le deuxième enjeu, et donc là, il faudrait avancer l'autre diapo, c'est décarboner notre production d'énergie. Et donc, du coup, là, on fait appel aux énergies renouvelables. On va en parler du coup avec Thomas. C'est le graphique du bas qui montre la diversité des types d'énergie renouvelables, éolien, photovoltaïque, biomasse, méthanisation, etc. On voit qu'on est déjà en développement depuis pas mal d'années en bas. On était à 15% autour de 2015. Aujourd'hui, on est à peu plus de 19%. Donc, on est en retard par rapport à l'objectif qui était de 23% en 2020. Et ce qu'on a mis, c'est la projection, ce qui nous reste à faire, pour vous montrer un petit peu l'ampleur des transformations qu'on va mettre en œuvre ces prochaines années. C'est-à-dire qu'on voit, il y a deux choses. C'est qu'il faut accélérer, c'est pour ça que la pente est beaucoup plus raide par rapport à aujourd'hui, et accélérer jusqu'en 2050 pour atteindre en 2050 un niveau d'énergie renouvelable qui représente entre 70 et 88% du mix énergétique. C'est-à-dire les énergies renouvelables deviennent la dominante dans nos scénarios de la production d'énergie en France. Pour faire simple, en 2050, avec ce type de scénario-là, le fossile a pratiquement disparu de notre mix. C'est la condition si on veut atteindre cette neutralité carbone, et c'est remplacé par des énergies renouvelables avec différents vecteurs électriques, gaz ou autres. Voilà, donc juste et je passe la parole après à Thomas pour parler un peu de développement des ENR dans les territoires. On a parlé beaucoup de l'intérêt des énergies renouvelables par rapport à la lutte contre le changement climatique. Il y a aussi d'autres enjeux qui sont importants. C'est notamment de réduire notre dépendance aux importations d'énergie. Et l'actualité montre toute l'importance, notamment de sortir du gaz, etc. Donc les énergies renouvelables ont aussi cet avantage-là, c'est que ça va renforcer notre indépendance énergétique, parce que faire de les énergies renouvelables, ça veut dire produire sur notre territoire notre propre énergie. Et puis aussi, elles ont un autre avantage qu'on peut souligner, c'est qu'elles ont la capacité d'avoir un développement rapide, mis à part des fois les obstacles administratifs, qui fait que les projets sont des fois un peu longs à sortir. Technologiques, ce sont des filières qui sont matures aujourd'hui, qui sont compétitives avec d'autres filières, et donc qui ont une capacité à se développer rapidement sur notre territoire. Mais ça pose aussi d'autres difficultés. Donc du coup, Thomas. Donc, bonjour à tous. Vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, vous le savez très bien. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, Thomas Aiglin, moi, je suis chargé de mission énergie renouvelable, biodiversité, sol et paysage, un peu des sujets à controverse. Et donc, faire revenir sur le territoire des productions d'énergie qui sont actuellement faites à l'étranger, ça porte un certain nombre de questions. Parce que finalement, on ne les voit pas actuellement, cette production d'énergie. Et donc, on doit
faire cette transition énergétique et faire venir des énergies renouvelables sur le territoire, ça va poser forcément la question des changements dans les territoires. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces infrastructures énergétiques, ces éoliennes, ces panneaux photovoltaïques, toute l'énergie produite à partir de biomasse, ça prend de l'espace. Et donc, c'est des questions qu'il faut débattre collectivement. Et je pense que c'était un peu aussi la question de cette table ronde, c'est d'être conscient de ces débats et de pas les cacher. Après, je pense aussi important de rappeler les ordres de grandeur. Ce qu'a montré Jérôme par rapport aux objectifs climatiques et de développement des énergies renouvelables, quand on parle de développement des éoliennes sur le territoire, en fait, si une éolienne, on a besoin de 20 à 30 hectares pour une éolienne avant de pouvoir en poser une autre. Donc globalement, nos objectifs qui sont de poser entre 10 et 20 000 éoliennes pour atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables sur la partie éolienne au niveau français à l'horizon 2050, ça représenterait de l'ordre de quelques centaines de milliers d'hectares, et donc finalement entre 1 et 2% du territoire national. Donc il faut aussi voir que dans ces surfaces qu'on peut associer à la relocalisation de nos productions d'énergie renouvelable, c'est des choses qu'on peut réfléchir dans les territoires sur leur localisation pour qu'elles aient le moins d'impact en termes de paysage, de biodiversité et sol. Donc il y a un enjeu vraiment de débat fort. Si je prends par exemple l'exemple du photovoltaïque, quand on parle des niveaux de puissance qu'on veut installer sur le territoire, on parle au maximum 150 000 hectares. 150 000 hectares, c'est moins d'1% du territoire français. Là, on parle de 0,13 ou 0,15%, je ne me trompe pas. Donc, c'est des choses qui peuvent être réfléchies. Sachant que tout ne se posera pas au sol. On a des gisements importants sur les toitures. Donc finalement, quand on parle que de la partie sol, on parle sur des ordres de grandeur de quelques dizaines de milliers d'hectares. Donc je pense que c'est des débats importants, mais des débats qu'il ne faut pas fantasmer non plus. Et après, il y a aussi la question de la biomasse. Si on veut développer des énergies, des bioénergies, il faut produire de la biomasse, et ça va modifier, en fait, ça va agir sur des surfaces qui sont déjà utilisées. On produit déjà de la biomasse pour s'alimenter, pour nourrir des animaux, et donc il faut réfléchir à comment on peut intégrer des niveaux de prélèvement de biomasse supplémentaires dans des systèmes qui existent déjà, et donc réfléchir aux synergies qu'on a avec ces systèmes agricoles et forestiers. Et donc, pour un peu synthétiser, là où on a des énergies qui vont demander de l'espace, qui sont importantes pour aboutir à nos enjeux de transition énergétique, et l'espace où on l'a, c'est principalement dans des territoires ruraux, agricoles, forestiers. Et donc, une des questions, je pense, clés pour cette transition énergétique par rapport aux énergies renouvelables, c'est comment on travaille avec les territoires ruraux pour les intégrer de manière la plus positive dans cette transition et l'intégration des ENR. Et donc là, je voulais passer la main à Jérôme pour donner un peu des exemples sur la partie agricole. Et après, on pourra aussi également débattre sur la partie biodiversité et paysage. Oui, donc du coup, comme le dit Thomas, les énergies renouvelables, elles ont plutôt une place dans les territoires ruraux, les éoliennes, le photovoltaïque, la biomasse, c'est plutôt là où il y a de l'espace, les zones agricoles, les zones forestières. Et on a beaucoup de travaux, notamment avec le monde agricole, pour regarder comment intégrer au mieux ces énergies renouvelables en synergie avec l'activité agricole et surtout pas en compétition. C'est vraiment ça l'enjeu des travaux qu'on conduit. Je vous donne alors juste deux exemples. Le photovoltaïque, je ne sais pas si vous avez entendu parler, on parle beaucoup d'agrivoltaïsme en ce moment. Donc l'idée de l'agrivoltaïsme, c'est d'essayer de chercher la synergie entre la production d'électricité et la production agricole. Donc du coup, c'est des panneaux qui sont plutôt en hauteur, qui permettent de passer en dessous pour faire les travaux des champs, et qui vont projeter de l'ombre du coup sur la production, qui peut être du maraîchage, de la vigne, des arbres fruitiers, etc. Certains sont fixes, certains sont mobiles, etc. Et le principe, c'est d'essayer de protéger la production du changement climatique. Et donc, du coup, quand on a une période de canicule
de plusieurs jours, etc. Donc les panneaux vont se mettre en position pour faire un maximum d'ombre et essayer de protéger le maximum la plante. Et au contraire, quand on a un temps un peu couvert où il y a moins de lumière, ils vont plutôt s'effacer pour laisser la priorité à la plante de pousser. Et voilà. Donc c'est typiquement le genre de projet en synergie, hein, où on maintient l'activité agricole en priorité, qui est la fonction alimentaire, et on essaie de développer en parallèle une production d'énergie renouvelable. Je vous donne un deuxième exemple aussi pour illustrer cette synergie, c'est peut-être sur les haies ou l'agroforesterie, où par exemple les agriculteurs peuvent vendre du bois sous forme de bûches ou de plaquettes, hein, si c'est des collectivités. Donc il y a une vente d'énergie à l'extérieur, et cette vente peut donner de la valeur économique du coup à la haie et permettre aider à l'agriculteur donc du coup de valoriser sa haie, donc de l'entretenir dans la production, voire de la développer. Et dans ce type d'exemple, on a même des labels, hein, je ne sais pas si on en parlera, des labels qui permettent donc de garantir le mode de gestion de la haie. Et on a là aussi ce type d'exemple de synergie, c'est-à-dire à la fois on va produire de l'énergie renouvelable sous forme de bois, mais en même temps on va aider les agriculteurs à réimplanter des arbres, des haies dans les champs et faciliter la biodiversité et la résilience au changement climatique. Donc c'est aussi voilà, ce type de projet qu'on essaie de travailler en synergie. Voilà. Donc sur ce sujet agricole, moi, il y a la question voilà, de comment on oriente, en fait, on arrive à identifier les modèles les plus vertueux. Hein. Je pense que c'est principalement la question. On peut avoir les mêmes réflexions sur la question de la biodiversité. Les énergies renouvelables ont des impacts sur la biodiversité. Et après, la question, c'est comment on identifie les localisations, les modalités de développement qui sont les plus... qui limitent au mieux les impacts. Et la question aussi, on peut l'avoir aussi sur les paysages. Et donc, finalement, ce qu'on voulait dire, c'est surtout qu'il y a des solutions techniques. Après, il faut que ces solutions soient appropriées par les acteurs qui vont développer les ENR. Et il y a quelque chose d'intéressant avec la dernière loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été promulguée tout récemment et qui a été longuement débattue au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le rôle réaffirmé des collectivités sur le déploiement et la planification des énergies renouvelables sur le territoire. Et donc c'est pour nous une opportunité de recréer du débat dans ces territoires qui vont accompagner la transition énergétique, qui est un portage en fait par les collectivités, par le politique, de ce déploiement des ENR pour faire en sorte que ces questions de comment on déploie les ENR, quel co-usage, quelle intégration vis-à-vis de l'agriculture, de la biodiversité soit redébattues au niveau des territoires. Et que finalement, on arrive à orienter vers les modes de développement les plus vertueux possibles. Et donc, là, je pense que je vais faire passer la main à... Peut-être juste ouais. un mot pour terminer, du coup, puis on va terminer cette séquence-là là-dessus. Ce que dit Thomas, voilà, c'est la fin de ce que je voulais vous présenter, c'est que globalement, on a des solutions techniques, mais il y a un vrai sujet, ce que dit Thomas, c'est la question de l'appropriation par les citoyens. On entend souvent parler dans les médias d'acceptabilité. C'est un terme, nous, qu'on n'utilise pas parce que l'acceptabilité laisse penser à une démarche descendante. Je fais mon projet, je fais en sorte qu'il soit accepté. Nous, on parle plutôt d'appropriation, d'adhésion, parce qu'on est convaincu que la transition écologique, on ne la fera pas sans les citoyens. Donc, du coup, il faut qu'on trouve des manières, et ce type de débat en fait partie, hein, d'échanger ensemble sur ce que c'est cette transition-là et comment les citoyens peuvent contribuer à l'évolution de cette société qui est nécessaire. On a des démarches type... Le citoyen existe-t-il encore? Il y en a pas mal, là, je pense. Reste question. Ça dépend si on se pose sur la première démocratie athénienne ou la deuxième. On va procéder au tour de table et ensuite vous aurez la parole. C'est une bonne question. Voilà, vous aurez la parole bien sûr après le tour de table. Donc un mot de conclusion. Non, mais voilà, on voulait terminer un peu là-dessus sur l'enjeu de travailler avec les citoyens, alors je ne sais pas comment les appeler, les voisins, voilà, et dans cette transition. Et juste pour faire une transition avec le futur intervenant, il y a une approche qu'on expérimente avec l'École nationale de paysage de Versailles. Ce sont les plans de paysage, ce sont des démarches paysagères qui finalement
Le paysage, c'est un objet qui est commun à tous, mais ça sera mieux dit par mon collègue, qui permet donc qui est appropriable par tous et qui permet de créer un débat où on peut évoquer des questions autour de la biodiversité, de l'agriculture, du paysage, et réfléchir comment on voit l'évolution de son paysage, de son territoire, au regard de cette transition énergétique. Alors, c'est des démarches qui peuvent être portées par les collectivités, qui sont en fait des démarches de concertation, et qui peuvent être très intéressantes parce qu'elles amènent une démarche, une réflexion plus systémique que juste parler, par exemple, à l'opposé, par exemple, d'un plan climat-énergie-territoire où on va parler juste climat-énergie. Là, on va intégrer cette réflexion dans une démarche plus systémique avec un objet qui parle à tous. Alors, il ne faut pas que ce soit hors expertise technique, mais... Merci. En effet, donc transition toute trouvée, puisque la deuxième prise de parole, Monsieur Vincent Piveteau, du collectif Paysage de l'après-pétrole. Alors, Monsieur Piveteau, vous êtes ingénieur du génie rural des eaux et forêts, et surtout, vous avez été, comme le disait tout à l'heure Monsieur Aiglin, il a cafeté. durant 10 ans, directeur de la prestigieuse École nationale supérieure de paysage de Versailles. Et donc, vous vous êtes engagé auprès du collectif Paysage de l'après-pétrole, qui est en fait un think tank composé de spécialistes de l'aménagement. Alors, il y a des paysagistes, des architectes, des urbanistes, des chercheurs en sciences sociales. Et cet engagement est évidemment consécutif à votre prise de conscience de la nécessité de faire évoluer notre modèle actuel de développement. Et comme tous les membres de ce collectif, vous agissez pour redonner durablement à la question du paysage un rôle central dans les politiques d'aménagement du territoire, dans un contexte de transition énergétique. Et donc vous soutenez que le paysage est le visage d'un projet de société et que la transition écologique appelle une transition paysagère. Et donc je vous cède la parole. Voilà, mais le résumé est fait. On peut passer au débat. Non, j'ai envie, avant de vous passer la première image, de vous la distribuer. Alors, je sais, c'est pas très écolo, j'ai fait des photocopies. Il doit y en avoir à peu près une par personne, comme ça vous pourrez partir avec. Ne l'achetez pas en sortant. Hein. D'abord, les poubelles sont pleines. Oui, je veux bien, si tu veux. Oui. Finalement, je voulais commencer en disant qu'effectivement, le paysage, c'est la matérialisation physique, sensible de notre cadre de vie, que comme on vous a parlé à l'instant des transitions de nos modes de consommation énergétique, il est évident que la question du cadre de vie va être centrale. Et donc, la question du paysage est centrale. Et du coup, mon propos là, maintenant, avec un coup d'œil un peu rétrospectif, donc on vous a parlé de prospective, et bien moi je vous propose de faire un pas en arrière pour essayer de nous mettre dans le temps long, même si le chronomètre s'accélère avec le changement climatique. C'était d'abord de voir avec vous comment le paysage est effectivement une manière d'imprimer de façon extrêmement sensible, comme un papier photographique qui imprime, si vous voulez, qui est photosensible, très sensible à notre modèle énergétique. Ça, c'est la première chose. Et puis, évidemment, comment est-ce que le paysage peut être non pas simplement une empreinte, mais une matrice pour du projet de transformation du cadre de vie. Donc, on est dans notre démarche, dans notre façon d'aborder les choses au collectif Paysage de l'après-pétrole, on est vraiment dans une vision non fixiste du paysage, non paysage sous cloche. Le paysage se transforme. Alors, la première image, si vous l'avez sous les yeux, eh bien, elle compare deux photographies qui ont été prises. Alors, la première est extraite de l'Atlas aérien de la France, qui est un ouvrage qui a été publié entre 1955 et 64, et dont les auteurs étaient Pierre Desfontaines et Marielle Jeanbrune-Delmar. Pierre Desfontaines était un éminent géographe dans la lignée des Vidaliens, mais surtout un élève de Jean Brune, donc de la géographie humaine, et qui a introduit cette approche par la photographie et par le dessin de la compréhension de l'espace. Donc, et puis, le cliché contemporain que nous avons fait reprendre il y a quelques années, ça remonte à 2015, par un photographe amateur dans son petit avion.
Et ça représente la plaine de la Hart. Alors, s'il y a des Alsaciens parmi vous, on va voyager un peu, mais s'il y a des Alsaciens, la plaine de la Hart, c'est le haut, on est vraiment dans la partie du Haut-Rhinoise, presque à la frontière avec la Suisse et l'Allemagne. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin de Mulhouse. Voilà. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que vous avez affaire à deux paysages, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble, enfin qui ont été complètement recomposés en l'espace de 50 ans. Hein. La première photo, elle est d'après-guerre, et la deuxième, elle est actuelle. Bon. Donc on a un phénomène de recomposition du paysage qui est total. Donc ça veut dire au fait que nous nous apprêtons, avec la transition énergétique qui s'annonce, à recomposer de façon totale nos paysages. Alors cette recomposition, elle a été en quelque sorte subie. Enfin, pas subie, mais enfin là, voilà, on la constate aujourd'hui, on la découvre, elle nous saute aux yeux. Voilà, l'objectif, c'est de dire on peut aussi essayer de la choisir et de l'accompagner. Alors, je vais attirer votre attention sur 3 ou 4 petits points dans cette image. La première chose que vous voyez, c'est... Alors, je vais essayer de prendre, est-ce qu'il y a suffisamment de fils pour faire le guignol non, ou pas? on va peut-être vous donner un autre micro. Non, mais alors à ce moment-là, je vais me tourner, je vais me mettre de l'autre côté. Hop. Là, il y a des câbles. Non, mais je vais me tourner un peu le dos. Voilà. Peut-être que voilà. Mon voisin a plus d'habitude que moi des amphis. Alors, la première chose que vous voyez, eh bien... Ne reculez pas. Oui, non, ça, j'ai encore un peu d'équilibre. C'est la rectification du cours du Rhin pour installer une centrale hydroélectrique. C'est la centrale d'Ottmarsheim. Et si vous regardez bien, au fond, on le devine, c'est cette espèce de petite tache blanche au fond, c'est Fessenheim. Donc vous avez ici une première matérialisation du paysage de l'énergie, 2 infrastructures de production énergétique. Au passage, très bien. Voilà, alors un changement Comme de ça, micro. Je sens que mes collègues auront moins peur. C'est pour pas que vous tombiez. Voilà, c'est mieux que vous me disiez. Ils ont tellement peur que je me casse la figure. Il faut simplement que je le mette. Voilà. Bien. Donc, au passage, vous voyez que le Rhin a été rectifié, parce que le Rhin que vous voyez ici, maintenant, c'est ça. C'est ce petit ruisseau. Et donc, le canal, il a été pris sur la forêt riveraine. Donc, les aménagements du Rhin, ils sont plus anciens, puisqu'ils remontent aux travaux dès le début du 19e siècle, où il y a eu les premiers travaux d'aménagement du Rhin de von Tula, qui était un ingénieur hydraulicien allemand. Et donc, le Rhin qui faisait énormément de méandres et qui inondait souvent la plaine d'Alsace et le Ried alsacien, on a décidé de le canaliser. Et en le canalisant, on a recoupé tous les méandres. Il allait plus vite, et donc il débitait plus d'eau. Et en plus, il recreusait son lit, donc il augmentait son débit, donc il n'y avait plus de problème. Et on l'avait quand même mis entre 2 digues, la digue immédiate qui définissait le cours du Rhin, que vous voyez là-bas, sur une distance de 200 mètres, et puis une digue qui était en retrait, et sur laquelle, entre les 2 digues, poussait la forêt. Bon, évidemment, la forêt, elle a disparu, puisqu'on a fait passer le canal latéral, qui a complètement empiété. Première empreinte énergétique. Voilà. Mais, et cette empreinte énergétique, vous en voyez des traductions aussi un peu secondaires, c'est-à-dire que vous avez ici des lignes à haute tension qui parcourent et qui viennent soit d'Ottmarsheim, soit même de Fessenheim plus loin. Donc il y a de la haute tension. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la plus grande transformation du paysage et la plus grande transformation liée à l'énergie, elle se passe complètement ailleurs. C'est-à-dire que les 50 dernières années, les 50 années qui séparent ces 2 photos, c'est l'arrivée de l'énergie abondante et bon marché, et qui va avoir une traduction sur le modèle agricole, et qui va avoir une traduction sur le modèle urbain. Et vous en avez ici l'illustration évidente.
Vous avez ici un parcellaire en damier classique des open fields de l'après-guerre, avec des petites parcelles qui sont travaillées, qui sont non motorisées, travaillées au cheval. En 1929, n'oubliez pas que 45% de la surface céréalière en France sert à alimenter les chevaux de trait. Donc c'est un paysage de l'énergie que vous avez, c'est-à-dire qu'à peu près la moitié de la surface qui est ici sert à alimenter le travail des chevaux qui vont labourer des parcelles qui sont à la taille humaine. Voilà. Vous avez évidemment du peuplement d'arbres isolés. L'arbre isolé, alors c'est du fruitier en périphérie immédiate des villages, c'est des arbres un peu divers à distance, différentes fonctions, mais notamment une fonction aussi énergétique. On va les monder de temps en temps, et ça apporte du bois énergétique pour le fonctionnement du quotidien. Ça, c'est un deuxième élément. Et donc, quand vous passez à la motorisation et à la mécanisation agricole, eh bien, ce que vous voyez, c'est l'agrandissement des parcelles, la suppression des haies, des arbres isolés, et le développement de l'irrigation, parce que la Hardt, il faut savoir au demeurant que c'est une région très asséchante. Et donc, voilà. Au passage, quand vous passez de cette image à cette image, vous voyez que la manière d'épouser le relief, et ici vous voyez l'ancien cours du Rhin, d'avant, on voit que les parcelles suivent l'ancien cours du Rhin qui a été rectifié par les travaux de 1840. Eh bien, aujourd'hui, voilà, tout ça n'est absolument plus visible sur le terrain. On y reviendra. Et puis, le dernier élément, c'est l'étalement urbain. C'est-à-dire que l'énergie abondante et bon marché, ça a produit deux phénomènes. Ça a produit la métropolisation et ça a produit l'étalement urbain. C'est-à-dire que les services et les biens ont eu plutôt tendance à l'échelle géographique à se concentrer autour des grosses métropoles. Et dans le même temps, le système de migration domicile-travail facile fait que le bourg du Petit Landau que vous avez ici, où il y a 300 habitants, aujourd'hui, il s'est complètement étalé. Alors, bon, les photos, il faut essayer de voir, mais enfin, ça vient jusqu'ici, etc. Voilà. Donc, c'était pour... Qu'est-ce qu'on tire de tout ça? Alors, je vais me rasseoir. Je vais me rasseoir. Là, il y a plusieurs éléments de conclusion. La première, c'est que, effectivement, on pense souvent, quand on parle des paysages de l'énergie ou de l'énergie dans le paysage, que ce qui va bouleverser le plus le paysage, c'est la production. Alors, c'est vrai, c'est très important. On l'a déjà évoqué à l'instant avec l'éolien, avec le photovoltaïque, avec le biogaz, avec tout, avec la biomasse, avec les centrales nucléaires. Hein, ça se voit. Bon. Or, le paysage, c'est aussi le paysage de l'usage de l'énergie. Et donc, ce qui se voit finalement le plus et en même temps le moins, parce qu'on n'y est pas très sensible, c'est ce paysage d'usage de l'énergie. Et puis, deuxièmement, le paysage permet de voir les effets systémiques de notre usage de l'énergie. Et le fait qu'on ait fait le choix d'avoir des migrations domicile-travail, etc., de l'intensification agricole, tout ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit une dégradation globale des indicateurs de biodiversité. Donc, énergie, usage de l'énergie et biodiversité, c'est lié. Il y a la surpression des arbres isolés, que vous voyez, il n'y a pas besoin. La mosaïque agricole, et donc la diversité paysagère au sens de diversité écologique du paysage, elle s'est aussi sérieusement dégradée. On peut revenir sur les photos, mais vous le verrez bien en regardant la photo de droite, vous voyez bien qu'il y a des formes de micro-érosion dans le sol qu'on devine. Donc le sol, les manières de conduire, bien sûr, produisent de la micro-érosion. Et on a la disparition de la ripisylve. Alors, à toute chose, de la ripisylve, c'est la forêt riveraine. On appelle ripisylve les forêts alluviales qui sont en bord de cours d'eau, qui ont une fonction de tampon écologique souvent extrêmement importante.
Alors, en même temps, si vous regardez sur le bord gauche de la photo, ouf, là, la forêt, le front forestier, lui, il n'a pas bougé. Absolument pas. Hein, vous pouvez regarder les terres. Bon, vous êtes ici sur une forêt domaniale, la plus grande forêt domaniale de plaine, quasiment la plus grande forêt domaniale de plaine de France, c'est la forêt de la Harte, et donc elle est gérée de façon patrimoniale, et donc sa surface est entre guillemets garantie. Donc ça, c'était la première idée que je voulais vous faire passer, c'est que quand même, à travers le paysage, on voit beaucoup de choses. Et il faut apprendre à regarder le paysage, et le paysage permet d'appréhender des questions liées à la question de la transition énergétique. Alors, la deuxième idée, mais elle a déjà été évoquée par mes collègues, c'est que le paysage, c'est aussi un élément de construction de la décision publique et de la construction de la décision collective, et un élément de construction de la démocratie. Sur les questions énergétiques. Alors, je vais y revenir, mais je vais faire un petit intermède qui va être les quelques images toujours historiques que je vais vous passer maintenant, parce que ces deux images, alors, tout à fait différentes, hein, mais c'est pour jouer un peu avec les référents culturels du paysage. La première, c'est une gravure de Gabriel Perel. Gabriel Perel, c'est le graveur du XVIIe siècle. C'est celui qui a fait toutes les gravures de Versailles, sous Louis XIII plutôt que Louis XIV, mais c'est le premier d'une dynastie de Perel. Comme les Cassini, ils ont été de père en fils et en petit-fils, les Perel étaient de père en fils et ils faisaient des gravures de paysages, et avec de châteaux, de parcs, de jardins. Et c'est avec des gens comme Perel que le dessin de jardin, que le dessin de paysage, c'est un peu, structuré, organisé, que c'est constitué aussi le métier de paysagiste en lien avec ces dessins de Gabriel Perel. Bon, qu'est-ce que vous voyez dans ce dessin-là? C'est que, voilà, on manifeste, on exprime, et d'ailleurs on exagère presque les deux moulins qui servent à monter l'eau au château de Meudon, qui est le château à l'époque occupé par Louvois. Et voilà, ça va de soi que cet opérateur énergétique, hein, qui est quand même à côté du beau bassin dessiné avec voilà, les petits arbres tout autour, on se dit c'est quand même voilà, il a posé ces deux verrues, hein, on pourrait dire ça, sans état d'âme, voilà. Parce que ça va de soi, et on peut passer à la suivante, qui, si vous voulez bien, qui est là aussi un petit clin d'œil, qui compare donc les deux campagnes électorales de la première, c'est quoi, c'est 62 ou 64, je ne sais jamais, ça doit être 64, 65. Oui, 62, c'est on décide d'élire le président au suffrage universel, et après, c'est 65. Donc, c'est la même personne, mais dans un premier cas, sur un fond qui est en pleine transformation, et avec une affirmation de l'énergie qui est présente à travers le poteau de tension qui est au premier plan, les fumées de cheminée qui sont à l'arrière-plan, alors que la deuxième, à travers la force tranquille, dont on a beaucoup parlé, c'est plutôt un monde immobile, hein, la stabilité, le paysage ne bouge pas. Voilà. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que nous avons appris, nous avons désappris à voir que le paysage change, mais surtout, nous avons désappris aussi à voir les structures qui concourent à la production de l'énergie. On aime aujourd'hui, on n'aime pas les voir. Bon. Or, quelque part, à l'ère de la traçabilité générale, ça serait quand même intéressant de savoir d'où vient notre énergie et quelles sont les responsabilités qu'on prend quand on allume le bouton. Ça veut dire que derrière, on a produit quelque part, on a transporté ailleurs, etc. Et que toute cette chaîne-là,
sous Louis XIII, Louis XIV, ça paraissait magnifique de le montrer. Dans les périodes de reconstruction d'après-guerre, de force, voilà, ça allait de soi qu'on le montre. Et voilà. Et aujourd'hui, la question de l'affirmation paysagère est un petit peu plus difficile. Mais je pense qu'il va falloir apprendre à réinscrire cette question de l'énergie dans nos représentations, parce que il faut que nous puissions choisir la recomposition paysagère à laquelle nous nous préparons, et donc pour la choisir, il faut l'assumer complètement. Alors, le dernier point, c'était un peu le point chatouilleux, disons, c'est de dire le paysage, ça permet de faire du projet de transition énergétique. Et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, parce que vous comme moi, vous savez bien que aujourd'hui, quand il y a une contestation de l'installation d'une éolienne, d'un parc photovoltaïque, etc., le motif paysager, c'est le motif qui sort en premier. C'est parce que ça va changer le paysage, parce que... voilà. Donc, il y a une forme comment est-ce qu'on aborde cette espèce de contradiction? Alors, la première chose, c'est dire que pour moi, il n'y a pas de contradiction, dans la mesure où très souvent, les projets qui arrivent comme ça et qui suscitent cette réaction sont des projets qui sont imposés de l'extérieur. C'est souvent parce qu'il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu c'est du descendant, c'est du pur descendant. Toute la période d'installation de l'éolien que nous avons connue entre 2000, 2013 et jusqu'à aujourd'hui ont été quand même des moments particulièrement peu attentifs au débat local, ont été souvent liés à des opportunités foncières. On allait là où c'était le plus facile, le moins cher. Et puis, en fait, les zones de développement de l'éolien ont eu un certain temps un effet de limitation du développement de l'éolien, mais on les a supprimés pour un schéma régional éolien à partir de 2013 qui était assez peu contraignant. Donc finalement, on a continué à entretenir une démarche un peu à la hussarde. Et il est normal que dans ce contexte, la réaction première, ça soit une réaction de refus, en disant on ne change rien, on nous emmerde, on ne change rien. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir rentrer, d'abord, il faut pouvoir progresser de plusieurs manières. D'abord, il faut progresser sur notre approche en termes de conception paysagère de ces objets énergétiques ou de cette présence de l'énergie dans le paysage. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure dans mon petit module d'intermède historique, effectivement, il y a une grammaire, il y a une manière de faire. On ne cachera jamais une installation éolienne parce que forcément c'est haut et ça tourne. On ne cachera jamais une installation de photovoltaïque parce que ça brille, et même si on l'insère dans des espaces plats, etc., il y a toujours des endroits où ça sera vu. Mais il y a une manière de transformer le paysage et de magnifier le paysage ou de respecter le paysage de la même façon qu'aujourd'hui, ça ne choque personne de voir le viaduc de Garabi ou de voir d'autres infrastructures tout à fait artificielles et tout à fait industrielles venir en quelque sorte s'inscrire dans un paysage. Encore une fois, le mot important, c'est pas s'intégrer dans le paysage. L'intégration, ça donne l'impression qu'il faut se fondre. C'est s'inscrire, c'est commencer à écrire une autre histoire. Donc ça, c'est le premier élément. Et là-dessus, de la même façon qu'on disait, il y a des solutions techniques, oui, il y a des manières d'approcher ces questions de façon un peu objective. Par exemple, sur l'image suivante, voilà, deux exemples, un ancien pris sur le nucléaire. Bon, c'est un exemple plutôt historique. Vous avez compris que je faisais toujours des allers-retours présent-passé. Mais donc, c'est les travaux d'un des grands architectes français qui a dessiné le principe des centrales nucléaires et de leur tour de refroidissement. Ce n'était pas comme ça au début. Et puis, l'autre, c'est typiquement
ce qu'on peut juger être une insertion paysagère d'un parc éolien pas trop sot, c'est-à-dire que ça vient souligner, c'est un parc éolien aux Pays-Bas, ça vient souligner des choses qui sont déjà très artificielles, mais ça vient les accompagner. Vous avez un système similaire quand vous prenez l'autoroute d'Orléans, le long de ce qu'on appelle le chemin d'Ably, où vous avez aussi ces espèces de cathédrales d'éoliennes. Bon, voilà, on fabrique un paysage industriel. Et puis, surtout, ce qu'il faut vraiment, c'est avoir une approche de mobilisation citoyenne. C'est-à-dire que le sujet des ENR, ce n'est pas quelque chose de descendant, c'est quelque chose d'ascendant. Et sur ce plan, et c'est la dernière image, moi j'aimerais rappeler que... donc là, c'est des exercices de démarche territoriale avec des acteurs menés avec Leclerc et avec le collectif Paysage de l'après-pétrole. Leclerc est né dans le pays de Menez en Bretagne. Le pays de Menez, c'est le centre-Bretagne. C'est vraiment voilà, plus au centre de la Bretagne et plus loin des circuits économiques, c'est difficile. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient une espèce de dépendance énergétique à leur environnement qui était considérable. Mais ils ont commencé, dans un premier temps, par mettre en place un recyclage des déchets d'élevage et qui leur a permis déjà de produire 30% de l'énergie nécessaire à leur territoire. Puis ensuite, ils ont mis en place une ferme éolienne participative et quelque part, ils l'ont positionnée parce qu'il y a eu un débat local, savoir où est-ce qu'on la mettait pour que ça foute pas en l'air le paysage. Donc, ils l'ont positionnée de façon habile, astucieuse. Et puis ensuite, ils se sont dit, mais oui, mais en fait, en Bretagne, on a encore des haies, là, c'est pas mal. On va pouvoir mettre de la chaufferie au bois. Donc, ils ont mis en place une chaufferie au bois. Et puis, une fois qu'ils ont eu cette réflexion sur la production, ils se sont dit, oui, mais alors, il va falloir qu'on soit sobre. Et donc, ils ont mis en place aussi des moyens de faire se déplacer en vélo, de façon à ce que les gens utilisent moins leur voiture. Et puis, ils ont travaillé avec l'école d'architecture de Rennes sur la requalification des bâtiments pour pouvoir... Et puis, de fil en aiguille, ils arrivent aujourd'hui à être autonomes sur le plan énergétique. Bon, voilà, c'est ce type de territoire avec lesquels nous travaillons, qui sont constitués donc dans un réseau, ils sont plusieurs en France, c'est ce qu'on appelle les territoires à énergie positive, et qui sont, à mon avis, les traductions concrètes de ce que c'est que la mobilisation citoyenne au service de la transition énergétique. Et chaque fois, la question, c'est pas simplement une question technique, c'est une question de cadre de vie, et le paysage est un moyen vraiment partagé par tous. Le paysage, tout le monde peut en parler, il n'y a pas un coup d'entrée, il n'y a pas de... Voilà. Tout le monde peut dire ce qu'il ressent, tout le monde peut exprimer sa connaissance du territoire fine, et donc voilà, le paysage, nous en sommes convaincus en tout cas, et nous essayons de le promouvoir, un élément de mobilisation citoyenne. Voilà, alors j'ai bien conscience qu'à travers ces exemples, je ne me suis pas vraiment adressé à un public du 15e arrondissement, un public parisien, parce que finalement, nous, à Paris, voilà, on ne va pas pouvoir se réunir collectivement pour installer une éolienne, ça va être difficile. Mais c'est vrai que, d'abord, on a tous des multi-appartenances, donc peut-être qu'on sait, c'est la manière de s'insérer dans des débats locaux ailleurs que sur notre 15e arrondissement. Et puis, on est effectivement dans une métropole qui a énormément d'énergie importée. Et effectivement, la réponse qu'à l'échelle d'une métropole on doit construire, c'est celle de la diminution de cette énergie importée et donc de la sobriété. Merci beaucoup, Vincent Piltour. On en reparlera évidemment après pour les interventions. Alors, troisième prise de parole, donc Marc Fontcave. Donc vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure d'enseignement technique. Après un début de carrière au CNRS, vous devenez professeur à l'université Joseph Fourier à Grenoble. Et c'est également dans cette ville que vous créez une équipe de recherche et dirigez le laboratoire de chimie et biologie des métaux sur le centre du CEA Grenoble. En 2008, vous êtes nommé professeur au Collège de France où vous occupez la chaire chimie des processus biologiques et dirigez le laboratoire de chimie des processus biologiques, unité mixte de recherche Collège de France, CNRS, Sorbonne Université. On peut dire que vous êtes donc un spécialiste de chimie à l'interface de la biologie et c'est ainsi qu'à travers une approche bio-inspirée, vous développez de nouveaux catalyseurs moléculaires et solides, notamment pour le développement
des nouvelles technologies électrochimiques de stockage de l'énergie solaire. Alors, pour votre intervention, évidemment, vous allez certainement nous parler des défis scientifiques et technologiques à venir en lien avec la transition énergétique, et cela touche aussi bien les contraintes techniques que les investissements. Je vous cède la parole. Merci et bonsoir à tout le monde. Oui, alors je voudrais commencer par dire en quelques mots en quoi j'ai une légitimité à parler d'énergie. Ça a déjà été dit un tout petit peu. D'abord, pour la recherche que je mène depuis une trentaine d'années maintenant, je suis chimiste et la chimie joue déjà et va jouer un rôle extrêmement important dans cette transition, hein, que ce soit par le développement de toutes sortes de matériaux, que ce soit par le développement de dispositifs électrochimiques, piles, électrolyseurs, que ce soit par les nouveaux procédés industriels de synthèse de tout un tas de matériaux divers, acier, ciment, etc. Donc la chimie est au cœur, et effectivement, quand on est chimiste dans cette période-là de l'humanité, de la Terre, c'est absolument passionnant, et je le redirai. Donc effectivement, je travaille sur des questions de stockage d'énergie. C'est un sujet dont on parle parfois, pas assez, qu'on sous-estime, et qui pour moi est central, parce que sans développement de technologies de stockage, il n'y aura pas de développement massif d'énergie intermittente. Je pourrais expliquer pourquoi, si vous le souhaitez, sans rentrer dans le détail, bien sûr. À l'Académie des sciences, je préside le comité de prospective en énergie, dont je fais partie depuis longtemps, depuis mon entrée pratiquement à l'Académie, et je le préside actuellement. Et c'est un comité qui, soit parce qu'on le sollicite, soit parce qu'il prend des initiatives, produit un certain nombre de rapports. Peut-être les rapports les plus importants ces dernières années ont été deux gros rapports sur le nucléaire. Et je vous dirai en quelques mots quelle était la position de l'Académie des sciences. Voilà, tout ce travail me conduit à avoir une vision et à une compréhension des problématiques de l'énergie, qui s'est traduit d'ailleurs il y a 2 ans par la publication d'un livre intitulé « Halte au catastrophisme, les vérités de la transition énergétique ». Ceci se voit aussi dans mes cours au Collège de France. Comme vous le savez, le Collège de France est une institution un peu particulière. Pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas d'examen, on peut rentrer et sortir comme on veut, on n'a pas besoin de montrer sa carte d'identité, et on peut assister à des tas de cours de 8h du matin à 6h du soir, rue des Écoles. Et il s'avère que cette année, à partir du 5 avril, je donne un cours qui va s'étaler sans doute sur cette année et puis l'année prochaine, qui s'appelle « La transition énergétique, aujourd'hui et demain ». Et je voudrais, je ne serai pas long, je voudrais dire des choses simples qui rejoindront ce que mes collègues ont raconté, mais sur certains sujets, je serai plutôt en désaccord, et ça animera la discussion. Au fond, c'est ce que je disais dans ce livre, mais que je peux décliner maintenant en quelques points. Le premier point, c'est que, contrairement à ce qu'on raconte, la transition énergétique est engagée. C'est-à-dire, il est de bon ton de dire qu'on n'en fait pas assez, que ça ne va pas assez vite, qu'il y a des tas de forces obscures qui s'obstinent à ne pas vouloir cette transition. En réalité, tout le monde est mobilisé, et en premier lieu, les entreprises. Je fais partie de conseils scientifiques de nombreuses entreprises de l'énergie, EDF, Forvia, un équipementier automobile, Veolia, etc. Et je vois l'investissement aussi bien financier que des équipes sur la question de la décarbonation, qui est un mot que je déteste,
parce que ça laisse l'impression qu'il pourrait y avoir un monde sans carbone, une planète sans carbone, ce qui est évidemment une absurdité, puisque la planète est carbonée, que nous sommes tous du carbone, vous aussi d'ailleurs, que tout ce qu'il y a dans cette pièce est carboné, et que demain ça sera le cas aussi. Et que la question, c'est pas tellement de décarboner, c'est de défossiliser, et c'est le mot que je préfère utiliser, même si je me fais avoir des fois et que je dis le mot décarboner. Donc la transition est engagée. Alors on peut considérer que ça va pas assez vite, mais elle est engagée, mais il y a de bonnes raisons pour lesquelles ça va pas assez vite. Le deuxième point, c'est que une partie de la solution, je dis pas toute la solution, mais en tout cas ça vaut le coup d'essayer, est dans la connaissance, dans la science, dans la technologie, dans l'innovation, dans l'entreprise, et pas dans la désobéissance civile et dans la décroissance. C'est une profonde conviction que j'essaye de promouvoir. La connaissance, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi bien la connaissance que nous devons tous avoir au minimum en tant que citoyens pour comprendre un peu précisément les choix politiques que nous avons à faire, des choix stratégiques en termes de mix énergétique, en termes de politique de défossilisation, en termes d'aménagement du territoire, enfin, etc. Alors, et en même temps, c'est tellement exigeant, c'est difficile, mais ça mérite qu'on s'y attelle. Et vous êtes de magnifiques exemples de cet effort de connaissance. Et la connaissance, c'est aussi celle que moi je pratique, c'est-à-dire celle qui est à la bordure là de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, comme tous les chercheurs, comme le font mes équipes, tous des jeunes chercheurs, doctorants, post-doctorants, d'ailleurs, qui du monde entier, pas uniquement des Français dans mon labo, mais qui ont une volonté farouche, qui travaillent jour et nuit, week-end, pour essayer de trouver des solutions, notamment à ces questions de stockage d'énergie, etc. Et donc, pour moi, c'est une source d'optimisme, de volonté. Et ce que je dis aux jeunes gens, c'est... vous avez là une opportunité fantastique de contribuer à une modification du monde dans le bon sens par la connaissance, par le travail, et à nouveau, pas par la désobéissance civile. Le troisième message, c'est que, contrairement à ce qu'on nous raconte aussi, il faudra du temps. Et beaucoup plus de temps que ce que certains nous annoncent, parce que il y a de réelles contraintes technologiques. Pour travailler depuis 30 ans sur certains sujets, je vois bien qu'on n'est pas encore dans des solutions matures et qu'il va falloir continuer à travailler et que c'est pas sûrement pas en 2035 qu'on aura résolu tous les problèmes techniques. Il y a plein de choses qui sont théoriquement sur la table et qui ne sont pas assez matures, en tout cas matures par rapport à l'échelle qu'on veut atteindre. Régulièrement, on nous annonce des avancées, mais quand on regarde les échelles, on s'aperçoit qu'on est loin du compte. Donc il faudra du temps, mais je dis pas ça parce que je demande à tout le monde de flemmarder et de prendre son temps. Je dis simplement parce que il est important que nous tous, nous sachions que si on n'a pas résolu le problème en 2035, c'est pas parce que à nouveau il y a tellement de forces qui s'opposent à ce qu'on avance qu'on en est là, mais c'est parce qu'il y a de vraies contraintes. Et je parle pas des contraintes économiques et sociales qui sont tout aussi importantes. J'en ai pas la spécialité, mais vous voyez tous les jours que ces contraintes-là ne sont pas mineures et sont peut-être même déterminantes. Donc voilà, de sorte que et une des contraintes que j'allais oublier, c'est qu'évidemment c'est une affaire mondiale. On peut toujours faire du zéro carbone en France. Le CO2 n'est pas qu'en France, il est dans l'atmosphère de la Terre, et donc il faut véritablement. Alors il y a des efforts pour que les pays travaillent ensemble. Mais à nouveau, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais je le dis quand même, le fait que la France contribue
1% ou 1,5 ou 1,8 quand on tient compte des émissions extérieures. Hein. Comme vous le savez, on consomme des choses qui émettent du CO2 qui sont produites ailleurs. Il faut en tenir compte, mais ça n'ajoute pas énormément. Mais alors, évidemment, quand je dis ça, je vois bien les critiques qui peuvent me tomber dessus, mais je ne dis pas en cela qu'il ne faut pas qu'on fasse des efforts, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles il faut qu'on fasse cet effort, mais c'est parce que si ça ne se fait pas ailleurs, évidemment, on ne résout pas le problème du climat. Donc, cette contrainte-là, elle est énorme. Et comme vous le savez, ce qui se projette dans peu de temps, c'est 2 milliards de plus d'individus sur la planète, plus les 1 milliard qui n'ont toujours pas vu un électron, qui n'ont pas accès à l'énergie, etc. Ça fait 3 milliards de plus qui ont envie de voir de l'énergie. Et donc ça va se traduire par plus d'énergie au niveau de la planète. Il n'y a pas de secret. Donc il n'y aura pas de décroissance de la consommation énergétique sur la planète d'ici 2050 et 2100. Et donc effectivement, le climat se réchauffe, il va se réchauffer, et ça a été dit à plusieurs reprises. Moi, je suis très favorable à ce qu'on investisse plus dans cette direction. C'est qu'à côté de la transition, il faut des politiques d'adaptation. Il faut qu'on s'adapte à un réchauffement qui est inéluctable, malgré tous nos efforts de défossilisation. La température sera plus élevée que ce qu'on s'est donné comme objectif. Et je voudrais terminer sur cette partie-là, et j'ai presque fini, sur une conviction profonde qui est que je considère, et je le dis, je rencontre des politiques, je rencontre des chefs d'entreprise, je le dis très clairement, il y a une certaine irresponsabilité à faire croire qu'on sera à 1,5 degré en 2100 et qu'on sera zéro carbone en 2050. Ceci n'existera pas. C'est pas parce qu'on ne fait pas tous les efforts. Moi, je passe ma vie à ça, mais néanmoins, je pense qu'il y a une certaine irresponsabilité parce que des objectifs qui sont inatteignables ne seront pas atteints. Et dans une situation complexe dans laquelle la défiance du citoyen vis-à-vis du politique, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis même des experts, est telle que si on n'atteint pas des objectifs qu'on n'arrête pas d'asséner, et tout le monde le fait, hein, même les entreprises, chacun veut être plus vert que vert et plus vert que le voisin, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le citoyen va considérer que soit nous sommes des menteurs, soit nous sommes des incompétents. Et dans les deux cas, ce n'est pas bon. Donc je crois qu'il faut avoir un langage de vérité. Et d'ailleurs, bon, je disais ça depuis longtemps, et on voit bien que le dernier rapport du GIEC nous le dit, et les chiffres le montrent, et ça confirme l'idée qu'on sera probablement plutôt en 2100 à 2,5 degrés, peut-être 3, malgré tous nos efforts, et que là, les politiques d'adaptation, alors adaptation des infrastructures, adaptation de l'hôpital, adaptation de l'agriculture, adaptation des paysages, tout un tas de choses qui va coûter cher, et il faut aussi le prendre en compte. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, c'est un sujet sur lequel je m'étais dit que j'allais travailler un peu plus, et il n'y a pas si longtemps, j'étais avec le directeur de l'école d'économie de Toulouse, et je lui disais, j'essaye de voir ce qui se passe du côté des politiques d'adaptation, mais je vois pas grand-chose, les économistes s'expriment peu là-dessus. Et chaque fois que je parle d'adaptation, j'ai la même réponse, c'est-à-dire que si vous parlez d'adaptation, vous êtes suspect, parce que ça sous-entend que vous avez baissé les bras sur le 1,5 degré, donc vous êtes en train de dire qu'il va faire plus chaud, et que donc vous avez abandonné le 1,5. Non, je pense que fondamentalement, je crois que ça serait politiquement irresponsable de ne pas inclure dans la préparation de l'avenir, l'adaptation au réchauffement climatique. Alors,
là, je vais redire des choses qui ont été dites, mais très, très, très rapidement. Qu'est-ce que c'est que la transition énergétique ? Très brièvement, ça rejoint, et je ne serai pas long, c'est d'abord un effort d'électrification. Ça sera une vraie révolution si on arrive au niveau des scénarios qui sont proposés. Aujourd'hui, la France est un des pays les plus électrifiés, hein, c'est 25% de l'énergie qui est électrique. Dans le monde, c'est à peu près 17%. Mais donc, il faut électrifier, et il faut électrifier parce que les énergies dont on parle, les énergies dont on vous a parlé, là, éolien, solaire, c'est que des énergies électriques. On va pas mettre des éoliennes sur les voitures, quoi. Hein. Donc, ce sont des énergies électriques. Et donc, on a un formidable enjeu, enfin, pour les ingénieurs, pour les chercheurs, c'est une formidable aventure. Il va falloir électrifier le transport, mais ça, c'est tous les travaux que vous avez vus, donc c'est vraiment des recherches de très haut niveau, des applications technologiques. C'est un prix Nobel en 2019 sur les batteries lithium-ion. Donc, c'est l'électrification et c'est les nouvelles batteries. Donc, il y a des choses formidables. C'est l'électrification de l'industrie. Comment défossiliser la production de l'acier, la production du ciment, la production du verre, enfin, etc., etc. Donc là aussi, il se passe des choses, mais ça va être formidable. On va révolutionner ça. C'est aussi l'électrification du bâtiment. La deuxième chose, c'est évidemment pour cela développer un mix électrique harmonieux. Et là, on tombe inéluctablement sur la question classique de la place du nucléaire dans ce mix électrique. Alors, je vous fais juste part de ma position là-dessus. Évidemment, ce mix électrique doit être, de mon point de vue, un mix équilibré entre production nucléaire et production d'énergie renouvelable, pas simplement d'ailleurs éolien et solaire, parce que tout à l'heure, dans les 19%, il faut quand même voir qu'une grande partie, en tout cas pour le moment, c'est l'hydroélectricité et la biomasse, et c'est le bois en particulier. Donc pour ça, et c'est ce que disait l'Académie des sciences dans son rapport il y a 2-3 ans, enfin, sur le nucléaire, vous avez bien vu que les choses ont changé quand même assez considérablement. Tout d'un coup, notre président a changé son fusil d'épaule et nous prévoit un programme électronucléaire. Mais c'est ce que nous disions à l'Académie des sciences dans un rapport qui date de 2-3 ans, dans lequel effectivement nous recommandions la prolongation des centrales existantes, évidemment moyennant contrôle de la sûreté. Deuxièmement, construction de nouveaux réacteurs et continuation ou reprise, parce qu'on a abandonné, reprise de la recherche et du développement des réacteurs de 4e génération, les réacteurs à neutrons rapides, qui ont ce gros avantage de consommer mieux le combustible d'uranium et les déchets. Bon, aujourd'hui, c'est dans la feuille de route énergétique du gouvernement à un certain niveau. Et puis, c'est effectivement le développement des énergies solaires et éoliennes, parce que, en effet, il n'y a pas de raison de ne pas exploiter le soleil qui nous tombe dessus et le vent quand il souffle. Dernier point, et c'est là que je reviens sur mon obsession à ne pas parler de décarbonation, c'est que vous avez remarqué, chaque fois qu'on parle d'énergie, hein, entre nous, là, comme ça, tout d'un coup, pas tout d'un coup, en 30 secondes, on tombe toujours sur la même question, éolien, solaire, nucléaire, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, on parle que de 25% de nos problèmes. En plus, dans un pays comme la France, où il s'avère que nos 25% ne sont pas un problème du point de vue des émissions de carbone, puisque nous sommes hyper vertueux par rapport à tous les pays du monde, peut-être un peu moins que la Norvège, puisque nous avons une électricité qui est pratiquement décarbonée. L'Allemagne est à plus de 50%. De 50% de quoi? En énergie renouvelable pour la production électrique. Oui, mais... oui. Il y a quelques... Bon, attendez, monsieur, on va oui, passer aux ben, questions. on en parlera. Je connais très très bien le cas de l'Allemagne. Donc, ce que je dis simplement, c'est que
en tout cas, si la question c'est les émissions de CO2, nous faisons partie des quelques 3 ou 4 pays qui ont une empreinte CO2 pour sa production électrique parmi les meilleurs du monde, Norvège, Suède et France, Suisse aussi, et ces pays-là sont ceux qui produisent leur électricité soit à partir de l'hydroélectricité, par une combinaison d'énergie hydroélectrique et de nucléaire. L'Allemagne, on y reviendra, n'est pas dans ce groupe-là. Oui, et le dernier point, c'est que le problème n'est pas que l'électrique, le problème est la partie non électrique, c'est-à-dire c'est les 75% non électriques qui demain seront peut-être un peu moins, hein, peut-être 50%, et puis comme on baissera peut-être de consommation énergétique, ça fera un peu moins, mais à la fin, même dans les scénarios, prenons les derniers scénarios RTE, on arrive à une partie non électrique qui est de l'ordre de 400-500 TWh. Et ça, il va falloir le trouver, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des fossiles. Donc, pour moi, la transition énergétique, c'est aussi cet enjeu absolument colossal. Alors, la biomasse va y jouer un rôle. Hein. C'est comment on fait 400-500 TWh d'énergie non électrique sans fossiles, puisqu'aujourd'hui, c'est que des fossiles. Voilà, donc ça, c'est un sujet important. Voilà, je termine en disant, voilà, en tant que scientifique, en tout cas, mon message, c'est que, à nouveau, je le répète, la situation est peut-être délicate, angoissante, mais nous avons notre intelligence, notre connaissance, nos organismes, nos universités, nos jeunes étudiants, nos entreprises, et ce sont des sujets absolument fascinants. Il y a des progrès fantastiques, et il y en aura encore plus demain. Voilà, pour le moment, pour moi, c'est ça qu'il faut engager. Voilà, merci.